Véritables monstres d'acier, les sous-marins sont des machines d'une grande complexité, bardées de technologie et d'armement. Une structure impressionnante, doublée d'une puissance de feu terrifiante. La propagande les a mythifiés et a nourri leur réputation d'invincibilité. Pourtant, beaucoup d'équipages ont perdu la vie à bord de ces sarcophages de métal. Mais le submersible est aussi au service de la recherche. Grâce à sa coque ultra résistante, les scientifiques peuvent explorer à loisir le fond des océans, un monde aussi hostile que mystérieux. Exploration et fascination, menace et destruction, voilà les deux visages du sous-marin. Conçus pour les missions de protection et de reconnaissance, les sous-marins sont aussi des armes de dissuasion, capables de raser des territoires entiers. Leur discrétion acoustique et visuelle est leur atout premier. Une fois dans les profondeurs, ils sont en mesure d'écouter les bruits alentours sans se faire repérer. Et ce n'est pas un hasard si les sous-marins allemands de la Seconde Guerre mondiale étaient surnommés les loups gris. L'expression loup gris relève d'une glorification à des fins de propagande. Gris renvoie bien sûr à la véritable couleur des sous-marins. Mais c'est surtout une métaphore de l'invisibilité. Le gris est insaisissable, se fond dans le décor, et on lui adjoint une idée d'agressivité. Lors de la bataille de l'Atlantique, l'une des plus acharnées de la Seconde Guerre mondiale, les loups gris font la démonstration de leur force. La marine allemande poursuit un objectif précis, paralyser la circulation des navires marchands alliés sur l'Atlantique. Pour ce faire, elle adopte une tactique nouvelle, celle de la meute. Le premier sous-marin qui tombe sur un convoi de navires n'attaque pas tout de suite. Il envoie des messages par bateau de contact afin que les autres sous-marins convergent. Ensemble, ils forment une meute de loups, comme on dit. Et c'est ainsi qu'ils donnent l'assaut. Les premiers temps, les convois britanniques sont mal protégés et peu préparés à ces attaques nocturnes de sous-marins difficiles à localiser. Résultat, les Allemands enchaînent les victoires. La flotte sous-marine allemande efface en quelques instants l'avantage que pensaient détenir les Britanniques. Ces attaques sur les convois sont extrêmement efficaces. La propagande nazie présente les sous-marins comme une arme miraculeuse. Heimkehr von siegreicher Feindfahrt. Das Unterseeboot läuft in seinen Heimathafen ein. Leurs victoires sont célébrées et leurs commandants mis en avant pour leur donner un visage. En temps de guerre, la propagande essaie toujours de galvaniser la population et de lui donner des modèles à suivre, d'offrir des idoles à la jeunesse. En l'occurrence, l'Allemagne va miser sur ses sous-mariniers. Ils sont jeunes, plutôt beaux garçons et très éloignés des soldats de caserne, avec leurs vestes décontractées et leurs casquettes inclinées. Pour une machine de propagande sophistiquée comme celle du Troisième Reich, c'est du pain béni. Et elles ne se privent pas d'utiliser leur image. C'est un peu la fascination pour le héros et pour le courage de ces hommes qui étaient tous très jeunes, qui se battaient, alors sans revenir sur les raisons politiques, qui se battaient pour faire triompher leur pays, dans des conditions et dans un monde qui est un monde qui était mal connu et qui laisse beaucoup de fantasmes. Le premier de ces héros qui marque la Seconde Guerre mondiale est le lieutenant de vaisseau Günther Prien. Dans la nuit du 13 au 14 octobre 1939, à bord du sous-marin U-47, il réussit à s'introduire dans la baie de Scapa Flow qui sert de base arrière à la marine britannique. Là,
il parvient à couler au mouillage le cuirassé Royal Oak. C'était facile à présenter comme un tour de force. Il fallait effectivement être téméraire pour se risquer dans ce port ennemi, une rade naturelle dont l'accès était assez étroit et parsemé d'obstacles. La propagande nazie exploite largement cet épisode, qu'elle n'hésite pas à monter en épingle. Günther Prien permet ainsi d'offrir au peuple un héros national digne d'être acclamé. Der Eindruck war unermesslich. Und als wir draußen waren, können Sie sich vorstellen, welche Begeisterung und Freude uns alle beseelte, dass es uns gelungen war, eine solche Aufgabe und einen solchen Erfolg für Deutschland erringen zu können. L'Allemagne s'est trouvé un héros. Et comme on le voit sur les images d'époque, il est accueilli comme le serait aujourd'hui un chanteur de boys band ou une star du football. Tous les enfants le connaissent. Il y a des vignettes à son effigie, etc. On suit ses exploits en comptant les navires qu'il coule au fur et à mesure. Les succès militaires sont mesurables, concrets et compréhensibles, même pour un enfant en bas âge. En misant sur la propagande, l'amiral Karl Dönitz et son entourage ont vu juste. De plus en plus de jeunes s'engagent dans la marine. Auf seine Frage, was willst du einmal werden, kommt die Antwort: U-Boot-Fahrer, Herr Großadmiral. Und ihr? Einstimmig? U-Boot-Fahrer, Herr Großadmiral. Gerhard Trinkowski fait partie de cette génération enthousiaste. Aujourd'hui âgé de 95 ans, il garde un souvenir très précis de ses années de sous-marinier. En juillet 1942, à 17 ans, il quitte sa place d'apprenti pour entrer dans la marine. J'ai dit à mon patron, on est en pleine guerre. Il y a de fortes chances que je sois mobilisé. Ça n'a pas de sens de continuer. Et quitte à être appelé sous les drapeaux, autant en profiter pour voir le monde. Je voulais prendre la mer. Gamin, je lisais beaucoup caché sous ma couverture, à la lumière de la lampe de poche. Ces nouvelles recrues sont jeunes et ont soif d'aventure, mais elles ignorent tout des réalités de la guerre. Leur formation est encore fortement teintée de propagande. Gerhard Trinkowski est impatient d'intégrer le corps des sous-mariniers. L'organisation était très rigide à l'école de navigation sous-marine. On apprenait à manger avec un couteau et une fourchette. Je vous jure. On était un peu les ambassadeurs de l'Allemagne à l'étranger. Alors il fallait qu'on sache se tenir. On trouvait ça super. C'était une promotion sociale. Il s'agissait d'une petite caste où tout le monde se connaissait, surtout les officiers. Rien à voir avec les masses de l'infanterie, où finissaient ceux qui n'avaient aucun talent particulier. Ceux qui sortaient du lot rejoignaient la flotte des sous-marins. En mai 1943, le U-313 met le cap sur la mer du Nord. Son jeune équipage ne se doute pas de ce qui l'attend. Dans l'Atlantique, 40 sous-marins avaient été coulés en un mois. Dans la Méditerranée, où il y en avait 67 en service, 60 n'étaient pas revenus. Et sur chacun de ces bâtiments se trouvaient au moins 50 hommes. Tout ça, évidemment, on ne nous l'a pas dit. Gerhard Trinkowski déchante très vite lorsqu'il embarque comme mécanicien. L'équipage mange, dort et travaille entassé dans un cylindre d'acier de 50 mètres de long. Le point de rupture est proche. On était épuisés en permanence. La moitié de l'équipage technique était de garde, pendant que l'autre moitié se reposait. Les couvertures n'avaient pas le temps de refroidir. On s'échangeait les oreillers. Et on superposait les sous-vêtements, les grandes chaussettes, les tricots, les pulls chauds, etc. L'atmosphère était humide et nos missions duraient plusieurs semaines.
Le linge empestait, car les vêtements mouillés n'avaient à peu près aucune chance de sécher correctement. Les hommes ne pouvaient pas non plus se doucher, parce que l'eau était rationnée. Pendant les longues patrouilles, l'insalubrité était très pesante. Il n'y avait qu'un seul WC, par exemple. À bord des sous-marins allemands, l'exiguïté et les conditions d'hygiène étaient bien pires que sur les bâtiments britanniques et américains. C'étaient des conditions extrêmes que seuls des jeunes gens pouvaient endurer. En intervention, le mythe s'effrite un peu plus et les sous-mariniers se retrouvent exposés à tous les dangers. Un jour, un destroyer anglais était derrière nous. On a plongé, notre torpille est partie, et elle a mis environ 9 minutes à atteindre sa cible. Puis il y a eu un fracas abominable. On avait torpillé le destroyer. Ça m'a fait réfléchir. 1 minute plus tard, on aurait pu y passer. Si lui avait eu le temps de lancer sa torpille, on l'aurait prise en pleine poupe. C'était horrible. Quelle folie! On a avancé jusque sur le lieu du naufrage. Toutes sortes d'objets flottaient à la surface, mais pas un seul homme à sauver. Ils avaient tous coulé. Que vaut une vie humaine dans pareil contexte? La Royal Navy cherche elle aussi à perturber le trafic des navires marchands ennemis et à en couler le plus possible. Les deux camps se reposent sur les communications radio, qui doivent impérativement être fiables et sécurisées. Le chiffrement des messages radio est une condition sine qua non pour diriger une flotte sous-marine. C'est indispensable à la survie des équipages, car les sous-marins naviguent pour l'essentiel à l'aveugle et cherchent donc une aiguille dans une botte de foin. Seules les communications radio permettent de coordonner cet arsenal efficacement. Pour chiffrer leurs échanges, les Allemands possédaient un système remarquable, avec lequel les Alliés ne pouvaient pas rivaliser, l'Enigma. C'était une machine offrant des millions de combinaisons pour chiffrer un signal. Klaus Kopacz, ingénieur à Stuttgart, possède l'une des rares machines Enigma encore en circulation. Elle est en parfait état de marche. Une mécanique simple, mais d'une efficacité redoutable. C'est une Enigma à 3 rotors, datant de 1936. Ce modèle a été en service dans l'armée de terre, l'aviation et la marine allemande jusqu'en 1942. Là, on a un clavier, uniquement des lettres, pas de chiffres. Quand on appuie sur une touche, ici le J, la lettre C s'allume. Si je rappuie sur le J, c'est une autre lettre qui s'éclaire. Le principe, c'est que les rotors de chiffrement à l'intérieur de la machine tournent à chaque fois qu'on presse une touche. Ces 3 rouleaux sont indépendants les uns des autres. En plus de ce triple chiffrement, un tableau de connexion démultiplie les possibilités de codage. C'est la clé. Il faut savoir comment sont branchés les câbles. Les Britanniques mettent tout en œuvre pour se procurer une machine Enigma. En vain tout d'abord. Mais en mai 1941, le U-110, commandé par le lieutenant de vaisseau Fritz Julius Lemp, se retrouve sous le feu des forces alliées. Les explosifs endommagent tellement le sous-marin qu'il doit refaire surface. Le commandant ordonne alors à ses hommes de quitter le bâtiment.
Une fois que Fritz Julius Lemp a évacué le U-110 avec son équipage, il se rend compte qu'il a commis une erreur fatale. Il sait que ni la machine Enigma, ni les manuels de chiffrement n'ont été détruits. À moins que le sous-marin ne coule, c'est une aubaine pour les Alliés. Les précieux documents sont effectivement récupérés par les Britanniques et envoyés sans attendre au manoir de Bletchley Park, à 1 heure de route de Londres, où les meilleurs cryptanalystes du pays s'emploient à déchiffrer les communications secrètes des Allemands. Parmi eux, le jeune mathématicien Alan Turing. Il va se distinguer en imaginant un instrument électromécanique baptisé bombe, qui permet de percer à jour le code de l'Enigma. Désormais, la Royal Navy possède un avantage. Les Alliés peuvent à présent dérouter leurs convois pour qu'ils évitent les sous-marins allemands. Ils sont aussi en mesure d'anticiper les initiatives de Dönitz. Et quand les sous-marins allemands déclarent les tonnages et les navires qu'ils ont coulés ou le nombre de torpilles qu'ils ont envoyés, il est possible d'en déduire dans quel état ils se trouvent eux-mêmes. En parallèle, les Alliés misent sur des radars de plus longue portée et sur un renforcement de la surveillance aérienne. Les pertes allemandes s'accumulent, tandis que le mythe du sous-marin invisible se fissure. C'est un tournant dans la bataille de l'Atlantique. Les chasseurs deviennent les chassés. Un sous-marin de cette époque en particulier est resté dans les mémoires, le U-96. Lothar Günther Bochheim lui consacrera un best-seller, le Styx ou le bateau, plus tard adapté au cinéma. En 1941, le U-96 s'apprête à quitter l'Atlantique. Il se dirige vers le détroit de Gibraltar pour gagner la Méditerranée. À son bord, l'ingénieur en chef Friedrich Grade, âgé de 25 ans. On ne s'était pas engagé dans la marine pour passer le temps. On était là pour écraser l'ennemi. C'était notre mission. Et on voulait y contribuer le plus possible. Lors de sa 7e patrouille, Friedrich Grade fait la connaissance de Lothar Günther Bochheim, alors correspondant de guerre. Bochheim était un sacré bosseur. Il faisait partie d'une compagnie de propagande, c'est-à-dire qu'il était reporter au service du pouvoir. Il devait rapporter des images et des textes. Mais sa passion, c'était la photo. Il en prenait beaucoup. Il possédait plusieurs appareils, un Contax, un Leica et encore une autre marque. Il travaillait d'arrache-pied. Lothar Günther Bochheim montre non pas des héros triomphants, mais des hommes lessivés, entre désœuvrement monotone et peur de mourir. Son objectif saisit des instantanés crus du quotidien des sous-mariniers. La promiscuité et les contraintes de la vie à bord se lisent sur les visages des hommes. En décembre 1941, le U-96 approche du détroit de Gibraltar. En bas, on a entendu qu'une alerte aérienne était en cours. Tous les hommes qui se trouvaient dehors ont dévalé par le sas d'accès au kiosque et le panneau central. Mais la première bombe est tombée alors qu'ils étaient encore en train de descendre. Le sous-marin a plongé en immersion complète. Le commandant voulait nous éloigner autant que possible des navires de surveillance. Ensuite, le plan était de remonter à la surface pour regarder à la ronde si la voie était libre. Il fallait aussi faire le plein d'air frais et localiser les avaries. Mais on n'a pas eu le temps de faire tout ça. On a vu réapparaître un avion et il a fallu plonger à nouveau avant d'avoir pu effectuer les réparations nécessaires. Or, il y avait bien des avaries.
Lors de cette immersion d'urgence, le sous-marin était trop lourd pour qu'on puisse amortir sa descente. Le gouvernail de profondeur ne suffisait plus. Le bâtiment penchait beaucoup trop vers l'avant. On n'arrivait plus à le maîtriser. La descente incontrôlée du U-96 est une scène clé du film Das Boot, réalisé par Wolfgang Petersen. L'expression des acteurs reflète la panique et l'angoisse. Où va s'arrêter la chute? La coque résistera-t-elle à la pression? Les photos d'époque suggèrent plutôt une atmosphère de concentration tendue. L'image présentée par la fiction est-elle conforme à la réalité? Le film Das Boot a fortement marqué la représentation des sous-marins dans l'esprit du grand public. Du point de vue de sa dramaturgie, de la montée du suspense, il est extrêmement réaliste. On peut dire que la vie à bord d'un sous-marin ressemblait à ça. Et c'est encore le cas dans une certaine mesure. J'ai trouvé que c'était un beau film. C'est un film, c'est pas un documentaire, qui retrace bien et qui réexplique bien ce qu'était l'ambiance à bord. L'espace exigu, l'angoisse, les bruits. On peut pratiquement sentir la puanteur, la sueur et la peur, y compris celle de finir noyé. Je trouve que le film retranscrit bien tout cela. Et il a permis, selon moi, de faire connaître plus largement le rôle des sous-marins dans la Seconde Guerre mondiale. Au sud de Munich, dans les studios Bavaria, on peut visiter les décors dans lesquels a été tourné le film en 1981. La réplique du U-96 mesure 55 mètres, un peu plus que le bâtiment d'origine. Le décor était monté sur une grande bascule. En 6 secondes, on pouvait changer son inclinaison avec une amplitude totale de 80 degrés. Elle était donc extrêmement mobile et permettait de reproduire tous les mouvements auxquels peut être soumis un vrai sous-marin. Les acteurs ne savaient pas à l'avance dans quelle direction l'installation allait bouger. Ça a été un élément essentiel pour trouver une certaine authenticité sur le tournage. Le réalisme du film tient aussi au souci du détail de son metteur en scène. Wolfgang Petersen fait tout pour que ses comédiens s'identifient aux sous-mariniers qu'ils interprètent. Tous les jours ou presque, les acteurs devaient repousser leurs limites, aussi bien mentales que physiques. Lors d'une scène tournée sur le kiosque, on leur a déversé 1000 litres d'eau glacée sur le visage par seconde, pour vous donner une idée. Wolfgang Petersen est un perfectionniste. Il voulait de vraies victuailles à bord. Mais à force de baigner dans l'eau, elles ont fini par moisir. C'était donc très désagréable. Dès le début de leur journée, les acteurs se retrouvaient dans cette puanteur. Pour leur rendre la tâche un peu plus supportable, on versait de l'eau de Cologne dans l'eau. Sinon, les acteurs seraient repartis en courant dès le matin. Le décor du film est devenu l'attraction phare de la visite des studios Bavaria. Chaque année, des centaines de milliers de curieux plongent dans l'univers fascinant des sous-marins. C'est étrange. L'être humain semble attiré par tout ce qui est un peu mystérieux, si possible dangereux, et où il a des chances de laisser sa peau. C'est le frisson du risque qui participe à l'aura des sous-marins. Vers la fin de la guerre, le vent a tourné. Un nombre croissant de sous-marins allemands finissent au fond de l'océan avec leur équipage. L'amiral Dönitz espère encore pouvoir retourner la situation en misant sur de nouveaux modèles, plus modernes. Non loin de Brême, le plus grand bunker aérien de l'Allemagne nazie est en construction. Cette unité de production de 400 mètres de long et de 35 000 mètres carrés porte le nom de code Valentin. Une structure monstrueuse, érigée dans des conditions inhumaines par des milliers de travailleurs forcés. Plus de 1600 y laisseront la vie.
Le site, à l'épreuve des bombes, est destiné à produire à la chaîne des sous-marins de type 21. Les 12 stations de production devaient permettre d'assembler simultanément 12 sous-marins. Les premiers temps, ils comptaient sortir un sous-marin toutes les 56 heures, puis toutes les 48 heures en vitesse de croisière. Un rythme de production inimaginable dans un chantier naval classique, surtout avec les bombardements fréquents sur ce genre d'installation. Mais la construction du bunker est ralentie par des attaques aériennes. Les nouveaux sous-marins arriveront trop tard. La guerre est déjà perdue. À la fin de la guerre, le bilan est lourd. Sur près de 40 000 sous-mariniers allemands, plus des 3/4 sont morts. Aucun autre corps de la Wehrmacht n'enregistre un taux de perte aussi élevé. Gerhard Trinkowski est en vie, bien que son sous-marin soit tombé aux mains des Alliés, comme environ 150 autres. Certains resteront plusieurs mois dans le port de Londonderry, sur la côte nord-irlandaise. On était 5 hommes à bord et on s'est fait remorquer. Puis un canot est arrivé pour nous recueillir. On a compris qu'il comptait couler le sous-marin. Une fois l'équipage évacué, les bâtiments sont sabordés en haute mer par les Britanniques. En tout, plus d'une centaine de sous-marins allemands y passent lors de l'opération Deadlight. Pour les sous-mariniers qui avaient passé tellement de temps à bord et qui avaient survécu à la guerre, c'était sûrement un crève-cœur de voir l'ennemi couler leur sous-marin. C'était une étape symbolique dans cette démarche générale visant à anéantir l'arme sous-marine ennemie. Les Alliés avaient identifié et corrigé leurs faiblesses. Dès lors, la flotte des sous-marins allemands ne pouvait plus l'emporter. C'était impossible. Elle a eu beau s'acharner, c'était en vain. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre utilisation des navires submersibles qui se développe. La recherche en eau profonde peut enfin reprendre. Des scientifiques interrompus par le conflit, comme le Suisse Auguste Piccard, repartent à l'assaut des océans. Au début des années 1950, il met au point un bathyscaphe baptisé le Trieste, capable d'atteindre des profondeurs inédites pour l'homme. Dès qu'on descend en immersion, on a une pression très forte, très vite, 1 bar, c'est-à-dire une atmosphère dès qu'on descend à 10 mètres. Lorsqu'on descend à 300 mètres, ça fait 30 atmosphères. Et donc, c'est difficile d'emmener des passagers à cette immersion sans avoir des coques extrêmement épaisses. C'est presque plus facile de faire décoller un avion et de l'emmener à 10 000 mètres que de descendre dans la fosse des Mariannes à près de 11 000 mètres, parce que c'est extrêmement compliqué. Le 23 janvier 1960, le fils d'Auguste Piccard, Jacques, et le lieutenant de la marine américaine Don Walsh embarquent pour une expédition vers le point le plus profond de la planète, Challenger Deep, à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Les 2 hommes s'enfoncent dans l'obscurité glacée de l'océan Pacifique. À partir de moins 4000 mètres, il devient impossible de garder le contact avec la surface. La descente du Trieste dure 5 heures et demie. Enfin, les 2 scientifiques atteignent le plancher océanique. C'est un événement. Pour l'histoire humaine, il a montré à l'homme qu'il pouvait pénétrer dans les profondeurs de l'océan. Il a montré aussi, alors quand on est à 11 000 mètres, on ne voit rien. Il faut des projecteurs extrêmement puissants pour voir ce qu'il y a autour. Mais il a permis quand même de voir qu'il y avait encore de la vie, c'est-à-dire qu'il y a encore des animaux qui vivent à 11 000 mètres de profondeur avec plus de 1000 bars de pression.
Jacques Piccard et Don Walsh établissent ainsi le record du monde de plongée. C'est comme si on avait enfin conquis l'Everest des mers, en quelque sorte. Et ça ouvre soudain la perspective de pouvoir peut-être explorer un jour l'intégralité des océans, dans l'esprit de Jules Verne. Les abysses ont longtemps été considérés comme un objectif inaccessible. Bien qu'ils abritent le plus vaste biotope de la planète, on les connaît encore mal, tant ils s'avèrent hostiles. Le commandant Cousteau est lui aussi fasciné par le monde des grands fonds, dont il veut percer à jour les secrets. À la fin des années 1950, il met au point la soucoupe plongeante. C'est un petit sous-marin propulsé par 2 tuyères, capable non seulement de descendre, mais aussi de circuler à 300 mètres de profondeur. Jacques Cousteau, il a exploré pratiquement toutes les mers du monde pour découvrir que, contrairement à ce qu'il disait, le monde de la mer sous l'eau n'est pas un monde du silence, mais dans le monde dans lequel il y a beaucoup de bruit, des bruits de baleines, des bruits de crevettes, etc., etc. Alors là, moi, cela m'a beaucoup inspiré. Je me souviens encore très bien de ces images de Cousteau, qui est un grand découvreur de ce qui est sous la mer. Avec Cousteau, le sous-marin cesse d'être avant tout une coque protectrice pour se muer en station océanographique, où l'on peut vivre et travailler plusieurs semaines de suite. Dans le domaine militaire, les ingénieurs s'efforcent à la même époque de concevoir des sous-marins capables de rester aussi longtemps que possible en immersion, car le retour à la surface comporte toujours un danger. Les débuts de l'ère nucléaire apportent une solution à ce problème. Le 21 janvier 1954, les États-Unis réalisent une avancée décisive en mettant à l'eau le premier sous-marin à propulsion nucléaire, l'USS Nautilus, une révolution technologique. Son énergie provient d'un réacteur nucléaire occupant généralement l'arrière du bâtiment. La fission dégage une chaleur intense qui est transformée en vapeur et active à son tour les turbines. L'énorme quantité d'énergie produite permet également de couvrir les besoins à bord en oxygène, en électricité et en eau douce. Le sous-marin peut ainsi rester quasi indéfiniment en immersion. À l'été 1958, l'USS Nautilus devient le premier bâtiment à naviguer sous la banquise du pôle Nord. Une démonstration éclatante des avantages de ce nouveau système de propulsion, mais aussi une provocation en pleine guerre froide. Avec l'USS Nautilus, on montre qu'on peut envoyer un sous-marin n'importe où sur la planète, y compris sous le nez de l'ennemi. C'est évidemment inédit comme menace. La course aux armements nucléaires est lancée. Les Russes renchérissent en produisant leur propre sous-marin nucléaire, le Leninsky Komsomol. Les 2 blocs s'observent désormais en chien de faïence, chacun prêt à riposter par sous-marin interposé si l'autre camp devait frapper le premier. Toute la technologie s'en trouve révolutionnée. Les sous-marins deviennent une arme essentielle dans la guerre froide, parce qu'ils sont pratiquement indétectables. Les 2 superpuissances ont ainsi la garantie de conserver leur capacité de seconde frappe en cas d'attaque. C'est une sorte d'assurance vie réciproque. Si tu m'anéantis, tu sais que je peux encore t'anéantir derrière. Au début des années 1960, les Français se lancent à leur tour dans la construction de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le Redoutable est le premier SNLE de la marine française, qui veut ainsi affirmer sa politique de dissuasion. La dissuasion, c'est de convaincre un adversaire potentiel qu'il peut, il peut vous faire mal, mais que vous avez en réponse quelque chose qui lui fera au moins aussi mal. Et c'est ça la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, ce véritable colosse est exposé à la Cité de la Mer de Cherbourg. Long de 128 mètres,
C'est le plus grand sous-marin nucléaire au monde pouvant être visité. Sous-marinier pendant plus de 20 ans, l'amiral François Dupont a notamment commandé le Triomphant, un sous-marin nucléaire de nouvelle génération. À partir des années 1990, cette classe de SNLE sillonne les mers en permanence, avec une mission à la fois simple et complexe. Il s'agit de se tenir prêt pour une éventuelle frappe nucléaire de riposte. La clé pour ce faire, des qualités de discrétion acoustique exceptionnelles. À la tête du Triomphant entre 1991 et 1995, François Dupont commande un équipage de 110 hommes pour des missions de 70 jours. Le sous-marin est doté de torpilles, mais aussi de 16 missiles balistiques d'une portée de plusieurs milliers de kilomètres. C'est ce qui est compliqué, ce sous-marin, c'est-à-dire qu'il faut vivre à la fois des bombes nucléaires, un réacteur nucléaire, des hommes qui sont là et qui doivent vivre avec, un centre de lancement de fusées, et tout ça doit vivre ensemble pendant 70 jours, sans défaillance, en étant sûr que si on a à lancer les missiles, ils partiront, et en étant sûr qu'il n'y ait pas d'interférence qui fasse des risques trop gros. À 300 mètres de profondeur, l'obscurité est totale. Impossible de distinguer le jour de la nuit. Afin que l'équipage conserve ses repères, la couleur de la lumière est modulée. Rouge la nuit, blanche le jour. Dans ce contexte, l'écoute des bruits environnants joue un rôle crucial. On voit la route du sous-marin, qui va ici plutôt vers le nord, ici plutôt vers l'est, puis vers le nord. Et ici, l'opérateur qui est sur la table tactique dessine, en fonction de l'écoute, de la direction d'écoute de ce qu'il entend, d'un pêcheur, d'un cargo, éventuellement d'un bâtiment de guerre, l'estimation de la route. Et donc c'est très important parce que ça permet à l'officier de quart de se tenir le plus loin possible des dangers potentiels. Cette analyse précise incombe à tout commandant de sous-marin nucléaire. L'exacte identification des sons perçus est même l'une des missions les plus importantes à bord. Un sous-marin, c'est non seulement une coque épaisse résistante dans l'immersion, mais c'est une très grande oreille, si l'on peut dire. Des opérateurs, qu'on appelle les analystes, ou plus communément des oreilles d'or, et ces oreilles d'or sont des gens qui ont une oreille particulièrement musicale, particulièrement bien faite, et qui sont capables, au son, de distinguer un porte-avions d'un sous-marin, d'un cargo, etc., etc. L'aménagement intérieur des sous-marins a beaucoup évolué depuis les 2 guerres mondiales. Argenterie et fauteuils en cuir pour les officiers, cabine de 12 couchettes pour l'équipage. Mais les conditions de vie restent pesantes. C'est pas très facile d'être coupé de sa famille. Il faut avoir une très grande confiance à la fois dans sa femme qui va s'occuper des enfants. Donc c'est un engagement finalement à 2. Et puis moi-même, je m'aménageais, en particulier chaque dimanche après-midi, de me replonger dans les albums photos, justement pour retrouver un peu de cette intimité qui était agréable à retrouver comme ça, à des milliers de kilomètres de distance. La cantine est le lieu où les hommes partagent leurs états d'âme. Être ainsi coupé du monde extérieur n'a rien d'anodin. C'est très bien que si on a un enfant qui tombe malade, notre épouse qui tombe malade également, on ne sera jamais mis au courant. Donc ça nous tracasse. Ils reçoivent régulièrement un petit message, pas très long. À mon époque, c'était 24 mots et c'est 40 mots maintenant. Ces télégrammes sont vus par plusieurs personnes à l'état-major et ensuite à bord pour être sûr qu'on n'annonce pas une mauvaise nouvelle à un marin. Et donc, c'est des messages qui ne portent pas beaucoup d'informations. Pourtant, c'est encore et toujours la fascination qui l'emporte. J'ai adoré les 25 ans que j'ai passés à bord de ce sous-marin.
Moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une ambiance d'équipage, une façon de vivre les responsabilités des uns et des autres qui, moi, m'a parfaitement plu, puisque chacun a sa place, chacun a sa responsabilité, chacun aussi a sa part d'autorité, et que c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours comblé en termes humains. Les sous-mariniers ont l'esprit de corps et forment une corporation soudée. Aujourd'hui encore, 32 ans après mon premier commandement, je garde d'excellents rapports avec mes anciens équipages. On se retrouve tous les ans. Cette camaraderie virile a fortement contribué au halo mythique qui entoure les sous-marins. Pour la littérature et le cinéma, les sous-mariniers sont des personnages qui permettent une forte identification. Des hommes combattant dans l'ombre pendant la bataille de l'Atlantique ou la guerre froide. Une communauté de destin qui partage l'excitation du combat, l'angoisse et parfois la mort. C'était une fascination pour le héros, une fascination qui est restée. Et puis peut-être que l'image du sous-marin, ce cylindre qui est sous l'eau avec ces hommes qui sont liés, dans lesquels il y a aussi, il faut le dire, égalité entre le commandant et le plus humble des sous-mariniers, puisque si le sous-marin coule, tout le monde y passe. En tout cas, c'est un monde un peu à part. Longtemps resté exclusivement masculin, l'univers des sous-mariniers se prête aussi à la parodie. Dans la comédie Opération Jupon de Blake Edwards, un petit groupe de femmes est recueilli à bord d'un sous-marin. Choc des cultures garanti. Au milieu des années 1960, l'arme de dissuasion se teinte de tonalités hippie. La fascination pour les sous-marins revêt différents aspects. Il y a bien sûr le côté secret et caché qui attire toujours, et puis l'aura qui entoure ce collectif soudé. Sans oublier l'intérêt pour la technologie. C'est un peu tout ça à la fois. Il s'agit de mythes fondamentaux venus de différents domaines et qui ont trouvé là une incarnation moderne. Mais l'actualité vient parfois rappeler que ces objets de fascination ne sont pas sans danger. Le 12 août 2000, le Kursk, un sous-marin nucléaire russe lanceur de missiles, effectue une sortie en mer de Barents. Ce bâtiment est le fer de lance de la flotte russe du Nord. Peu après son immersion, une forte déflagration se produit. Une des torpilles explose, avec sans doute un combustible qui était un peu inconnu, et que donc toute sa partie avant est complètement détruite. Et donc le sous-marin coule. Mais il coule droit, il se pose au fond de la mer, qui est à une centaine de mètres, 110 mètres exactement. Et là, bon, il y a un certain nombre de marins qui sont tués très vite, mais des sous-mariniers qui sont à l'arrière, eux-mêmes ne sont pas tués tout de suite. 23 hommes ont survécu et sont piégés dans le sous-marin. Parmi eux, Dmitri Kolesnikov. Officier dans la marine, il a tenu à faire visiter le Kursk à son épouse Olga quelques semaines plus tôt. Olga sait combien son mari est fier d'être sous-marinier. Il aimait son sous-marin. Je ne peux pas dire qu'il l'aimait plus que son épouse, mais il nous aimait sûrement autant l'un que l'autre. Nous étions au même niveau pour lui. 6 semaines après leur visite à bord du sous-marin, le jeune officier est enfermé dans le Kursk, au fond de la mer de Barents. Les équipes de sauvetage russes sont à l'œuvre, guidées par les coups entendus contre la coque. Mais l'armée décline les propositions d'aide internationale. Elle entend régler le problème elle-même, au moyen de sous-marins de poche qui vont s'avérer obsolètes. À l'époque, la Russie n'avait pas d'argent pour payer ses équipages. Elle rognait sur la formation et sur les missions.
Laisser des gens insuffisamment formés manœuvrer un armement aussi complexe à bord d'un sous-marin, c'est irresponsable. Ist im Prinzip unverantwortlich. Und die Konsequenzen der Maßnahmen. On a vu les conséquences de ces coupes budgétaires. La marine russe s'est retrouvée complètement dépassée face à cette situation de crise. Ce n'est qu'une semaine après le naufrage que l'état-major russe consent à accepter le soutien de l'étranger. Des plongeurs sauveteurs norvégiens s'approchent de l'épave et tentent d'ouvrir les trappes d'évacuation. D'un coup, j'ai compris qu'il était mort. J'ai eu tellement honte de penser ça. Comment c'était possible? On ne m'a rien dit, mais j'ai su qu'il n'était plus parmi nous. J'ai arrêté d'y croire. Lorsque les plongeurs parviennent enfin à accéder à l'habitacle, les pires craintes se confirment. Il n'y a aucun survivant. Je me souviens d'avoir vécu ce moment comme un moment très dramatique pour tout le monde. Il y a une forme de fraternité avec les sous-marins, y compris russes. Et donc nous avons tous suivi les sous-mariniers avec attention et puis en étant extrêmement triste à la fin de voir qu'on n'avait pas réussi à sauver ces 23 personnes. On ne peut pas s'empêcher de voir ça d'un point de vue de sous-marinier. On se demande aussi comment on en est arrivé là, ce qui a pu se passer. Et on s'imagine à la place de ses pauvres camarades. En tout, les 118 membres de l'équipage ont péri dans le naufrage du Kursk. Une tragédie humaine qui révèle cruellement les insuffisances des forces russes. Ils perdent un sous-marin à 2 pas de leur côte à cause de l'explosion d'une torpille et ils ne sont même pas capables de récupérer les survivants avec leur technologie de sauvetage. On a laissé crever ces hommes par incompétence et faute d'équipements adaptés. Et la réputation de la Russie en a pris un coup. Le pays s'est fortement discrédité devant l'opinion publique mondiale. Le président russe, Vladimir Poutine, mettra des semaines à s'adresser aux familles des victimes, très remontées. Il rejette toute responsabilité dans les décisions désastreuses qui ont été prises. Un seul des corps repêchés pourra être identifié, celui de Dmitri Kolesnikov. On retrouve sur lui une lettre d'adieu adressée à sa femme Olga, rédigée quelques heures avant sa mort. L'obscurité est totale. J'écris à l'aveugle. Il semble qu'il ne reste aucune chance. Pour autant, la tragédie du Kursk ne marque pas la fin de la flotte sous-marine qui a longtemps fait les beaux jours de la puissance russe. Bien au contraire. On voit que même de graves accidents ne parviennent pas à avoir raison de la force de frappe sous-marine. C'est sans doute parce qu'il n'existe pas beaucoup d'autres solutions d'un point de vue militaire. Les sous-marins conservent un rôle important dans la prise de décisions stratégiques et l'évolution des capacités de l'armée. Les sous-marins demeurent un symbole de puissance, surtout à une époque de confusion géopolitique croissante. Des pays tels que les États-Unis, la Chine ou la France investissent régulièrement des milliards dans de nouveaux modèles, confortant ainsi la place de cette arme. Sans parler de la Russie. En 2019, le plus grand sous-marin nucléaire au monde, le Belgorod, est mis à l'eau. Avec ses 178 mètres de long, il dépasse nettement ses prédécesseurs de la Seconde Guerre mondiale. Même le tout premier sous-marin nucléaire, l'USS Nautilus, paraît ridiculement petit à côté. La marine russe s'est dotée d'un géant, 2 fois plus grand qu'un Boeing 747. Initialement présenté comme une plateforme de recherche scientifique, le Belgorod est en réalité une redoutable machine de guerre. Et le plus inquiétant dans tout cela n'est pas son gabarit. La raison d'être du Belgorod
c'est la présence à son bord d'un nouveau drone nucléaire de 22 mètres de long, le Poséidon, capable de porter une ogive thermonucléaire de 100 mégatonnes. Ce missile pourrait être tiré depuis le sous-marin, puis traverser l'Atlantique à très grande vitesse pour aller frapper New York ou une autre ville côtière et tout ravager. Pour moi, ça c'est quelque chose de très grave et très important parce que la dissuasion nucléaire, le but de la dissuasion nucléaire, c'est que jamais aucun missile ne parte. Si un missile part ou si on emploie le nucléaire à un endroit donné, comme une arme sur le champ de bataille, à ce moment-là, on enlève ce côté très tabou du nucléaire qui fait qu'on ne s'affronte pas. Et à ce moment-là, on ne sait plus où on va. À 20 000 lieues du Nautilus de Jules Verne, le sous-marin est devenu au fil des décennies un bijou de technologie. Les modèles d'aujourd'hui n'ont plus rien des étroits cylindres d'acier d'autrefois. Ce sont des stations aquatiques ultramodernes, capables d'atteindre des profondeurs records. Dans la recherche, ces submersibles permettent l'exploration d'un univers fascinant et encore mal connu. Avec une petite soucoupe plongeante, on peut descendre à 300 mètres et observer les récifs des grands fonds. C'est passionnant. Et seul un sous-marin permet cela. Pour l'homme, ce cylindre protecteur s'est toujours doublé d'un léviathan funeste. Les modèles conventionnels sont précieux dans les missions de reconnaissance, tandis que les sous-marins nucléaires représentent une menace constante. Le tout représente aussi, de nos jours, un business pesant plusieurs milliards. Les sous-marins étaient vus autrefois comme un joujou peu efficace par les amiraux commandants des navires de guerre. Aujourd'hui, ce sont des monstres extrêmement puissants et incroyablement complexes. Ils transportent de quoi détruire la planète entière depuis les fonds marins, à tout moment. Le sous-marin ne s'est jamais départi de cette dualité intrinsèque, lui qui suscite encore et toujours autant la fascination que l'horreur.